Fond la Une revient pour un focus sur Dorval Flexible Monde, un fonds flexible avec une approche d'investissement assez originale et nous allons voir avec l'un de ses deux gérants si elle porte ses fruits en matière de performance. Gustavo, bonjour. Bonjour. Alors quelques mots sur Dorval Flexible Monde que vous co-gérez donc avec Sophie Chevelier depuis plus de 5 ans. C'est un fonds flexible, je l'ai dit, lancé en décembre 2008. C'est un fonds encore modeste par son encours, 14,5 millions d'euros, c'est bien ça? Absolument. Il investit en direct, ça c'est important de le préciser, dans des actions ou des obligations. Il peut monter jusqu'à 100% d'actions ou jusqu'à 100% d'obligations. Vous achetez tout type d'obligations, des obligations souveraines, des obligations corporate. Partout dans le monde. Et si j'ai bien compris, votre idée maîtresse avec Dorval Flexible Monde, c'est de profiter de la croissance mondiale. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée puisque en combinant croissance et inflation, le PIB mondial a été multiplié par 7 en 36 ans. Alors, certains se disent que pour jouer la croissance mondiale, il suffit d'acheter un indice. Et vous dites, c'est pas aussi simple que ça, voire c'est pas pertinent du tout. Absolument. En fait, pendant très longtemps, pour faire la croissance mondiale, faire ces, on va dire, 5%, 5-6% par an, il suffisait d'acheter des obligations. Pendant très longtemps, des obligations d'État, notamment bien sûr depuis les années 80, vous faisiez grosso modo la croissance mondiale avec très peu de volatilité. Malheureusement, ça n'est plus possible aujourd'hui. Les obligations d'État ont tous des rendements extrêmement faibles. Il y a même une grande partie des taux d'intérêt qui sont négatifs. Donc, l'autre possibilité, c'est faire des actions. Alors, bien sûr, on se tourne vers les indices actions. Et là également, quand on achète un indice action, ils ne sont pas construits pour capter la croissance mondiale. Ils sont des méthodes particulières, mais pas spécialement pour capter la croissance mondiale. Vous avez un bon exemple, c'est le PIB en dollars des pays émergents rapporté aux pays développés comparé aux bénéfices par action des pays émergents rapportés à celui des pays développés. Et en fait, quand je dis le bénéfice par action des pays émergents, c'est du MSCI émergent, donc c'est un indice, et du MSCI pays développés. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les deux courbes s'écartent notablement, ce qui signifie qu'en effet, les entreprises des indices n'ont pas réussi à capter la croissance créée par les économies. Absolument. C'est-à-dire que non seulement ce ne sont pas les entreprises émergentes en moyenne qui ont capté les bénéfices de cette croissance, mais plutôt des entreprises des pays développés, mais en plus, la composition même, la structure même de l'indice MSCI émergent n'est pas du tout une composition intéressante. Lorsque vous achetez l'indice MSCI émergent, vous achetez beaucoup d'entreprises d'État dans les pays émergents, des banques chinoises, des pétrolières brésiliennes ou russes, dont le but n'est pas de faire des profits, mais plutôt de répondre à des problèmes politiques locaux. Ce ne sont pas les mieux-disantes en matière économique. Alors, bon, ça c'est le constat, mais du coup, comment vous distinguez-vous dans votre approche de vos confrères? Eh bien, généralement, l'allocation d'actifs se fait en faisant des prévisions macroéconomiques, en choisissant des zones géographiques et en les surpondérant ou sous-pondérant les indices. Donc, typiquement, je crois que la reprise européenne va accélérer. Je vais sous-pondérer le Standard & Poor's aux États-Unis et je vais surpondérer l'Eurostoxx 50. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Nous ne faisons pas du tout ça. Nous pensons que quand on achète des indices, on n'est pas en train de s'exposer à cette idée-là. Même si l'idée est pertinente, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Donc notre manière de faire, c'est plutôt d'analyser la macroéconomie, de dire par exemple qu'il y aura une surperformance de la croissance européenne et d'acheter des paniers de valeurs qui vont bénéficier effectivement de la croissance européenne. Alors des paniers de valeurs, mais alors ce sont des paniers définis uniquement géographiquement? Alors ça peut être des paniers géographiquement quand c'est un thème géographique, par exemple la surperformance de européenne ou la reprise de la croissance domestique dans les émergents. Mais ça peut être également d'autres thématiques, par exemple plus transversales, la digitalisation ou sectorielles comme la reprise de la construction dans la zone euro. Alors dans Dorval Flexible Monde, combien de paniers de valeurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons deux grandes thématiques en portefeuille. Une qui concerne la poursuite de la reprise de la croissance européenne et une autre qui est plutôt sur les émergents, donc une reprise là, de la demande des émergents. Ces paniers de valeurs, comment les composez-vous? Comment les construisez-vous? Est-ce que vous allez chercher des valeurs dans les zones où la croissance est à capter ou est-ce que vous jouez ça indirectement, comme le font certains, en prenant des actions internationales dont le chiffre d'affaires est en partie lié à ces zones d'expansion? Absolument. Nous, on ne regarde pas où est cotée l'entreprise, on ne regarde pas du tout, c'est une question qui ne nous intéresse pas spécialement. Nous, on va simplement regarder le chiffre d'affaires des entreprises. Donc on va filtrer l'univers. D'abord, on va faire un filtrage quantitatif en termes de
taille de capitalisation boursière, on va éviter des micro-caps, des entreprises beaucoup trop petites et peu liquides, donc des filtres de capitalisation, de liquidité. Et puis après, on va, par exemple, dans cet exemple-là, on va filtrer par l'exposition géographique des ventes de chaque entreprise. Et après, on va les équipondérer. On ne veut pas du tout capter un biais particulier, on veut juste capter la thématique elle-même. Mais est-ce qu'en jouant indirectement, on ne dilue pas un petit peu la performance? Est-ce que finalement, on capte réellement la substantifique moelle de la thématique? Absolument, on capte, et on voit bien quand notre approche de panier fonctionne bien, on voit bien comment des paniers vont largement surperformer d'autres paniers en fonction de ces thématiques-là. Encore une fois, on ne veut pas prendre de risques spécifiques, de risques idiosyncratiques à une valeur. On veut simplement capter l'ensemble on va dire de la performance de la thématique, et pour ça, on va limiter le poids de chaque valeur dans le portefeuille, un maximum 1% de l'actif, et on va avoir au minimum 20 valeurs dans chaque panier. Au total, vous avez combien d'actions? Vous le savez à peu près? Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 70 à 80 lignes en portefeuille. Donc, vous avez des actions, mais vous n'avez pas que des actions. D'ailleurs, vous dites que vous couvrez vos portefeuils actions. Alors, comment faites-vous? Alors, pour couvrir à côté de ces portefeuilles donc plutôt composés d'actions, on va couvrir avec une couverture systématique. Alors, il y a 3 types de couverture. D'abord, le taux d'exposition. Donc ça, c'est la première manière de faire. Exposer plus ou moins le portefeuille au risque action. Deuxième chose, les valeurs refuges. Donc on va essayer de trouver toujours des valeurs refuges à avoir dans le portefeuille. Ça peut être des taux longs américains, c'est assez traditionnel. Ça peut être du dollar dans certaines phases, ce qui est aussi traditionnel. Ça dépend des phases. Ce n'est pas toujours un actif refuge. Mais on essaye toujours d'en trouver un. On a pu avoir des taux australiens, des taux anglais. On analyse l'environnement et on choisit les valeurs refuges. Et le troisième type de couverture, ça va être ce qu'on appelle les couvertures asymétriques, des couvertures qui vont nous couvrir si effectivement nous avons tort, si notre scénario principal n'a pas lieu, ça va nous couvrir en cas de revers de marché. Mais si vous avez raison, ce sont des couvertures qui ne mangent pas toute votre performance. Exactement, qui ne vont pas trop nous coûter. Alors un exemple? Alors un exemple, eh bien, dans les jours qui précédaient le référendum britannique, nous avons couvert le portefeuille en vendant de la livre sterling contre euro. Et effectivement, la couverture était devenue asymétrique parce qu'il y avait beaucoup d'optimisme dans les derniers jours avant le référendum pour dire que le Royaume-Uni allait finalement rester, et nous semblait que c'était quand même plus proche de 50-50. Alors, en effet, en matière de volatilité, vous arrivez à vos fins, vous parvenez à vos fins, puisque Dorval Fleximonde sur 5 ans, en moyenne, est moins volatile que la croissance mondiale. C'est plutôt positif. Maintenant, du côté des performances, eh bien, sur 3 ans, c'est bien aussi, puisque vous battez votre catégorie. Sur 5 ans, idem. Et d'ailleurs, je note que la performance annualisée sur 5 ans est supérieure à celle sur 3 ans. Depuis création, bonne performance aussi. Mais alors, ce qu'on remarque tout de même, c'est que la surperformance décolle réellement depuis un peu plus de 3 ans. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'une des raisons, une hypothèse sur cette surperformance, c'est que nous avions une bonne thématique en portefeuille et que nous l'avions plutôt bien jouée. Donc l'idée, c'était, depuis 3 ans, c'était de jouer cette reprise de la demande domestique européenne. On pensait vraiment qu'il y avait là une vraie reprise durable de la croissance domestique. Et comment s'y exposer ? Alors, vous avez compris, pas en achetant à l'Eurostoxx 50, mais en allant chercher les entreprises qui étaient exposées à cette reprise. Et nous les avons trouvées massivement plutôt dans l'univers des mid et small cap européennes. Or, on sait que c'est un segment qui a fait extrêmement bien parce que précisément a bénéficié de cette reprise européenne. Donc, un positionnement judicieux de Dorval Fleximonde, très bien. Mais bon, on l'a compris, vous jouez la croissance mondiale. Or, aujourd'hui, on a tout de même un certain nombre d'inquiétudes la concernant. Je ne vais pas évoquer la Chine, mais quoi qu'on pourrait y revenir. Parlons juste des États-Unis. On a eu des indicateurs avancés, les indices ISM, tant des services que celui manufacturier, qui se sont dégradés fortement récemment, à un moment où la Réserve fédérale pourrait remonter ses taux d'intérêt. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas encore, mais enfin, c'est bien possible. Est-ce que ça ne va pas affecter la croissance mondiale et donc les performances de votre fonds ? Alors effectivement, on a eu deux chiffres importants de conjoncture aux États-Unis qui n'étaient pas très bons, mais ils viennent après toute une série plutôt de bons chiffres, notamment liés à la consommation des ménages. On sait que la croissance du 3e trimestre va être relativement forte.
C'est vrai que ça, c'est une alerte. Ces chiffres-là sont une alerte sur peut-être plutôt le quatrième trimestre. Pour l'instant, c'est juste une alerte. Ce sont 2 chiffres au milieu d'autres chiffres qui sont plutôt bons. Et ils ne font pas une tendance encore. Ça ne fait pas une tendance, ce sont 2 chiffres du même institut. Au mois d'août, on sait que la saisonnalité est toujours difficile à corriger à l'été. Donc, il peut y avoir des aspects un peu exceptionnels. Nous semble quand même que le cycle américain s'est bien retourné. Il y a la consommation des ménages qui est un vrai soutien. Et du côté manufacturier, on a quand même 5 trimestres derrière nous de déstockage. C'est commencé déjà assez long en termes de déstockage. Et on sait que ça pèse sur la croissance. Et par ailleurs, l'effet très négatif de la baisse du prix du pétrole sur le secteur du pétrole de gaz de schiste est plutôt derrière nous. Le pétrole s'est stabilisé et on va dire que la baisse des investissements a déjà eu lieu. Donc il nous semble là qu'il n'y a pas de raison très objective, qui est de nouveau une rechute de l'économie américaine. On ne le comprendrait pas, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'attendre ça. Donc pour l'instant, ça nous semble 2 statistiques un petit peu anormales. Du côté de l'Europe, parce que l'Europe, on a une croissance molle, elle le reste, et on a là encore des hypothèques politiques qui peuvent grever davantage cette croissance. Est-ce que justement cette thématique de la poursuite de la reprise européenne n'est pas un peu sujette à caution? Ce qu'on constate, je crois que c'est que la phase d'accélération de la croissance européenne est derrière nous. C'est vrai qu'on est passé de la récession à la croissance, tirée par la demande domestique. Aujourd'hui, l'économie européenne n'accélère plus. On est autour des 1,6-1,7% de croissance. C'est ce que prévoit la BCE. Ça nous semble raisonnable. Ce qui est intéressant, malgré tout, de noter, c'est que le consensus est bien en retrait par rapport à ces chiffres-là, même ceux de la BCE. Ils sont aujourd'hui autour de 1,2% de croissance pour l'année prochaine pour la zone euro, notamment à cause de l'effet du Brexit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Brexit n'a pas d'effet très visible, à part sur la confiance éventuellement, mais il n'y a pas d'effet tangible, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas vraiment eu de Brexit. Pour l'instant, c'est juste, même les discussions n'ont pas vraiment débuté. Donc, pour l'instant, on n'a pas de raison de réviser en réalité en baisse nos prévisions. On reste sur ce rythme de 1,6-1,7. C'est vrai qu'il n'y a plus d'accélération, mais ça reste un niveau de croissance raisonnable. Et à ce niveau de croissance, les entreprises dans la zone euro font des bénéfices. On entend de plus en plus dans le marché certains gérants, et non des moindres, dire les investisseurs ont entériné le fait que les taux resteraient durablement bas, parce que la croissance reste molle, qu'on a un stock de dette important, etc. Mais cette idée, elle est un peu elle-même sujette à caution, voire erronée. Il faut se préparer à un monde où les taux ne resteront pas éternellement bas. Est-ce que vous anticipez déjà ce relèvement des taux d'intérêt, cette remontée, qui sera sans doute très progressive, mais est-ce que vous l'anticipez déjà dans votre allocation ou pas? Oui, je crois qu'il y aura effectivement une remontée de taux qui me semble être plutôt... Elle vient aussi de notre optimisme, on va dire, sur la croissance, notamment la croissance américaine, qui justifierait que les taux d'intérêt remontent tranquillement, mais remontent malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le scénario qui est intégré dans les marchés obligataires, c'est qu'il n'y aura probablement pas de hausse ou très peu de hausse. Et ça nous semble effectivement pas très compatible avec notre vue que la croissance américaine n'est pas si mauvaise que ça. Donc, il peut y avoir là un peu de volatilité sur le marché obligataire liée à l'intégration de finalement les taux vont monter un peu plus vite que ce qui est aujourd'hui anticipé. Maintenant, de dire que la Réserve fédérale serait une source de choc sur les taux d'intérêt, il me semble, moi, que la Réserve fédérale est toujours dans un mode extrêmement prudent. Nous sommes toujours, avec, on va dire, le risque asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques à la fin que l'économie aille dans un scénario d'inflation trop basse ou de déflation qu'une explosion de l'inflation. Parce que l'explosion de l'inflation que un certain nombre de personnes attendent depuis 5 ans, on l'attend toujours. Bon, vous comptez en tout cas rester sur les mêmes thèmes d'investissement ces prochains mois, ces 2 grands thèmes qui constituent le socle de vos paniers. Absolument. La poursuite de la croissance en Europe et notamment cette reprise du secteur de la construction, et puis également un nouveau cycle dans les émergents. Après quand même, je dirais 5 ans très difficiles pour le monde émergent, on commence à voir maintenant des améliorations au Brésil, en Russie, une stabilisation au moins temporaire en Chine. Donc tout ça, c'est plutôt favorable pour cette demande dans le monde émergent. Une dernière question, Gustavo, je vous demanderai une réponse rapide parce qu'on arrive au terme de l'émission. On entend aussi dans le marché cette remarque,
Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour investir dans un fonds flexible à l'heure où finalement on n'a pas de visibilité sur la croissance mondiale? Je crois que c'est précisément quand on n'a pas de visibilité sur la croissance mondiale, que la macroéconomie est importante, mais que les fonds en tenir compte et construire un portefeuille qui soit cohérent avec cette vision de la macroéconomie. Quand il n'y a absolument aucun problème, que tous les marchés sont haussiers, là, effectivement, un indice sera aussi bien que n'importe quoi d'autre. Donc là, c'est le moment pour faire de la différence. C'est le moment pour faire la Selon différence. vous. Gustavo, merci. Merci.